L'invité de France Info ce matin est Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Jean-Michel Apathy. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Donc hier soir, l'Atlético Madrid a battu Marseille 3-0. Les supporters marseillais évidemment étaient très déçus. Si vous nous suivez sur le canal 27, vous ne les verrez pas dans les images. Un petit problème technique que nous prive d'image, mais pas de son. Donc on écoute la déception des supporters marseillais. C'est sévère, 3-0 c'est sévère. Je pense que en première mi-temps on aurait pu en mettre déjà. Et voilà, franchement on aurait pu faire mieux, c'est sévère, c'est sévère. On a Payet qui sort en première mi-temps et le peu d'occasions qu'ils ont eu, l'Atlético, ils les ont mis au fond. Eh oui, voilà, le peu d'occasions, ils ont mis au fond, ce qui explique le score. Vous n'avez pas regardé le match sans doute hier soir parce que votre activité de député vous a requis à l'Assemblée nationale. Oui, alors on suivait le score depuis les bancs, mais on était jusqu'à 1h30 du matin sur les bancs, sur le texte sur les violences sexuelles et sexistes. Mais bien évidemment, on aurait aimé pouvoir fêter la victoire de l'OM. Ça aurait été une grande fête populaire dont on aurait bien eu besoin. Et en plus, on avait vu ces quarts de supporters nombreux à s'être déplacés. Bon, voilà, occasion manquée, il y en aura d'autres. Vous avez peut-être un rapport distinct avec le football, vous avez le droit. Relativement, je suis, mais voilà. C'est vrai que je ne suis pas un passionné. Bon, par contre, j'ai suivi aussi de près les derniers événements et notamment le fait que le LOSC se soit maintenu sportivement, ce qui m'a particulièrement rassuré. C'est vrai, quand on fait de la politique à un endroit précis, il vaut mieux suivre les affaires du football parce que c'est populaire. C'est d'ailleurs ce qui nous amuse avec la France Insoumise. Parce qu'on avait noté, il y a quelques temps de cela, quelques mois, quelques années, que Jean-Luc Mélenchon avait un rapport distant au football. Petit exercice de rafraîchissement de la mémoire. Le sport est malade en France, comme partout. Comme toute la France, il est malade de l'argent. Je vais vous dire, franchement, c'est l'opium du peuple, cette histoire. Moi, je ne suis pas très fouteux, alors donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires. Et donc on s'est amusé gentiment de voir Jean-Luc Mélenchon au stade Vélodrome, dans la dernière ligne droite, soutenir l'Olympique de Marseille. On est un peu obligé de faire ça quand on fait de la politique, c'est-à-dire suivre les mouvements populaires. Mais je pense par ailleurs qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'antinomie entre le fait de soutenir une équipe ou d'être présent dans ces grandes fêtes et liasses populaires et de dénoncer le fait que oui, et ça reste d'actualité, que le sport est malade de l'argent dans notre pays comme ailleurs, en l'occurrence. Nous, vous avez suivi notamment qu'à l'Assemblée, on a plutôt tendance à rendre hommage, par exemple, aux clubs de sport amateurs et qu'on y met parfois la forme. Non, mais en l'occurrence, c'est quelque chose de populaire et il n'y a pas de raison de s'opposer à ça. Par contre, il faut dénoncer effectivement le pouvoir astronomique de l'argent et les rémunérations qui sont effectivement complètement démesurées. Voilà. Pas d'antinomie, puisque vous avez employé ce mot, mais une petite contradiction. Mais vous savez, des contradictions, on a plein. Vous savez, à partir du moment, c'est propre à quiconque remet en cause le système dans lequel, pour le coup, il vit. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, l'état des choses tel qu'elle tourne du système économique ou de tout le reste, je le mets en cause et pour autant, je vis dans cet état de fait. Donc, si vous voulez, l'exercice politique, c'est aussi assumer de remettre en cause un état de fait d'aujourd'hui et pour autant, on s'en émancipe pas et on respecte les règles et les codes qui sont en cours. Voilà. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'argent dans le foot professionnel, mais il nourrit aussi le football amateur. Cet argent sert aussi à financer les clubs. Je ne mets pas en cause le fait des équipements. Évidemment, mais encore une fois, ça ne retirait en fait qu'il y en a beaucoup trop. Et quand on voit les rémunérations de certains joueurs, c'est choquant, y compris d'ailleurs pour celles et ceux qui suivent souvent les matchs avec beaucoup d'intérêt. On s'est un peu moqué de Jean-Luc Mélenchon chez vous, de son amour du football soudain? Non, pas moqué. Non, on en a ri. Vous l'avez chambré un petit peu. On en a ri, mais par ailleurs, c'est intéressant. Ah, vous en avez ri quand même. Mais oui, mais collectivement, avec lui d'ailleurs. Non, c'est pas de la moquerie. Non, mais il y a un intérêt naissant là, c'est vrai, pour le foot à travers le club de Marseille. Et puis moi, je trouve ça tout à fait sympathique, voilà. Ça veut dire qu'il va être maire de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, ou pas? Je ne crois pas. En fait, il faut bien comprendre que à Marseille, comme dans d'autres grandes villes de France, il y a pour nous l'intérêt de continuer à avancer. Il y a des collectifs qui sont toujours très en place. On est, je crois, l'un des seuls mouvements politiques à être encore aussi présent sur le terrain alors que nous ne sommes plus en période électorale. Et c'est clair que l'échéance municipale, même si elle est secondaire à cette heure parce que personne n'aura oublié que d'ici là, il y a les européennes, elle est importante, elle le sera. Après, la place des uns des autres dans les dispositifs n'est pas encore complètement calée et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon prétende être maire de Marseille, mais toutes les hypothèses sont sur la table. Et on a même vu, vous en avez parlé vous-même, que Lille, par exemple, vous regardiez la situation politique avec attention. J'ai répondu évidemment, mais ce qui est très drôle, c'est que la seule question qui intéresse finalement celle des candidatures. Moi, quand on m'a posé la question, on m'a demandé est-ce que la France Insoumise s'intéresse à Lille? J'ai dit évidemment, quand vous regardez ce qui a été fait récemment, Jean-Luc Mélenchon était premier 30% à l'élection présidentielle à Lille. Il y a 2 circonscriptions
qui étaient acquises de très longue date au Parti socialiste qui ont été récupérées par la France insoumise. Et il y a encore sur le terrain une adhésion plus importante. Moi, vous savez, c'est tous les jours que je croise des gens qui me disent même j'ai jamais voté à gauche de ma vie, et là je vous écoute avec attention, ce que vous racontez est sensé, et on va vous suivre. Donc bien évidemment qu'en tant que responsable politique, eh bien, on avance. Et la politique, c'est comme le football, les individualités, ça compte. Donc, du coup, on s'intéresse qui pourrait mener le combat à Lille, à Marseille. C'est comme le football. Je le comprends, M. Apathy, mais vous savez, parfois, il faut être patient. Comme là, par exemple, pour l'équipe de France, il faut attendre ce soir pour connaître la sélection. Et bien, pour les municipales, il faudra attendre encore un peu aussi. Et alors, puisqu'on en parle, on va parler de la SNCF après. Vous avez évoqué les élections européennes. C'est un défi important. Ce seront des listes nationales. Ce n'est probablement pas Jean-Luc Mélenchon qui mènera la liste des européennes. Non, c'est même sûr. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, il y a un enjeu. Le projet, le vote, on connaît le discours critique qui est le vote sur l'Europe. Il y a un enjeu à trouver une bonne tête de liste efficace pour faire un maximum de voix. C'est difficile pour vous ? Certainement, il y a un enjeu à trouver la bonne tête de liste. C'est en cours puisqu'il y a un processus au sein du mouvement qui est en cours de désignation de nos candidats. On a reçu beaucoup de candidatures de tout le pays. Mais en l'occurrence, je pense que ce qui est très intéressant surtout, c'est le fond. Voyez-vous, moi, de réunion publique en réunion publique... Je l'ai dit. De réunion publique en réunion publique, la question européenne vient beaucoup plus sur la table qu'avant. C'est-à-dire que moi, actuellement, je fais le tour de la circonscription et les gens font l'ordre du jour. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas de thème sur la table et souvent, la question européenne revient. Les gens ont bien compris que c'était à bien des égards le verrou. Enfin, quand même, les traités... Mais oui, parce que, regardez, M. Apathy, on parle souvent du dumping social, on peut le regretter, et des effets de non-harmonisation entre les pays au sein de l'Union européenne. Savez-vous, M. Apathy, que les traités européens actuels interdisent, c'est écrit noir sur blanc, interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, les effets de dumping que l'on peut parfois... Les interdisent, c'est un peu radical. Je vous sortirai, si vous voulez, clairement, le texte, c'est écrit, pas d'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, le dumping qu'on voit, c'est pas un dommage collatéral de la construction européenne. L'Europe telle qu'elle s'est construite a été construite avec ces effets-là. Donc nous, ce que nous disons, c'est pas qu'il faut s'aborder l'Europe. Vous savez, l'Europe, c'est une boîte, l'intérieur, c'est ce qu'on met dedans, véritablement. Cette construction européenne-là, ces traités-là, sont en train de disloquer l'Europe. Et l'Europe qui veut lutter contre la décision des États-Unis concernant le traité iranien ? Eh bien, il y a du travail, moi je le dis parce que... Là, pour le coup, c'est utile l'Europe ? Mais par ailleurs, je n'ai pas dit que l'Europe n'était pas utile. Entendez-moi bien, je vais vous répondre, M. Apathy. Ouais. Les traités actuels font que l'Europe va se disloquer, y compris démocratiquement. Le retour de l'extrême droite partout en Europe, on a besoin de changer ces traités pour avoir... Ce dossier du nucléaire iranien. Dans ce dossier-là, il y a un défi qui est... le suivant, c'est que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France sont au pied du mur. Si on ne veut pas s'aligner sur les exigences de Donald Trump, ça veut dire qu'il faut organiser les conditions, M. Apathy, de contourner les sanctions. Par exemple, par des lois de blocage. Donc l'Europe est utile là. Mais bien évidemment, quand elle sait s'accorder, elle peut être utile. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas simplement dire on sort des traités. Avant ça, on veut renégocier cette sortie avec nos partenaires européens. Il faut pouvoir se convaincre les uns les autres et tenir une parole commune. Vous restez avec nous, Adrien Quatennens, 8h41. Voici l'essentiel de l'info, Tige Coupez. Évacuer les derniers zadistes et détruire une dizaine de squats, c'est l'objectif de l'opération en cours ce matin à Notre-Dame-des-Landes. 1800 gendarmes mobilisés, un hélicoptère survole le bocage, des équipes cynophiles également. La difficulté est de faire le tri entre ceux qui ont déposé un dossier de régularisation et les occupants illégaux. C'est ce que dit le maire de Notre-Dame-des-Landes ce matin sur France Info. Le détenu fiché S qui s'est évadé hier à Brest est toujours activement recherché. Il a profité d'un examen à l'hôpital pour prendre la fuite. Deux complices l'attendaient avec une voiture. L'un d'eux est actuellement en garde à vue. FO pénitentiaire dénonce sur France Info des dysfonctionnements. Le détenu, notamment, a été prévenu bien trop tôt de son transfert. Laura Flessel à Saint-Michel-sur-Orge. Ce soir en banlieue parisienne. Elisabeth Borne à Toulouse. Bruno Le Maire à Pessan dans le Gers. Réunion publique pour la quasi-totalité des ministres. Aujourd'hui, opération communication pour marquer le premier anniversaire du gouvernement et faire de la pédagogie aussi sur les nombreuses réformes lancées. La joie d'Antoine Griezmann, les larmes de Dimitri Payet, résumé de la finale de la Ligue Europa, victoire de l'Atlético 3-0. Griezmann, auteur d'un doublé décisif, Payet sorti sur blessure au bout de 30 minutes et incertain pour la Coupe du Monde cet été en Russie. Pas sûr que le meneur de jeu marseillais soit sur la liste de Didier Deschamps. Elle est dévoilée ce soir à 20h. France Info. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donc nous évoquons avec vous, Adrien Quatennens, le conflit de la SNCF, invité hier de LCP. Jean-Luc Mélenchon a dit on a déjà marqué un point. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Vous espérez reprendre le point que vous aviez concédé à Emmanuel Macron le 26 mai ? Je crois qu'on l'a cette fois-ci parce que, quoi qu'il arrive, il y aura eu une résistance dans la durée.
est forte et mûre de la part des salariés concernés, mais aussi de la société. Voilà, LCP, c'est la chaîne parlementaire. Alors, une résistance forte et mûre, vous voulez dire quoi? Que vous pensez que le gouvernement est sur le point de reculer dans le conflit de la SNCF? En tout cas, que nous sommes en train de réunir les ingrédients d'un rapport de force victorieux face à lui. Parce victorieux que, oui, vous pensez pouvoir, je le pense. Nous sommes en train d'y travailler méthodiquement. Amener le gouvernement à renoncer à la réforme. Qui a souhaité le rapport de force? C'est Emmanuel Macron, qui impose à marche forcée des réformes dont on voit qu'elles ne sont pas populaires, pour la raison que s'il est légitime en tant que président de la République, et ça je le précise à votre micro, personne ne le met en cause, la question de l'adhésion... Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que quelquefois, parce que souvent les gens ont le sentiment que vous le remettez en cause. C'est souvent dit par les journalistes, mais en l'occurrence, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Nous, ce que nous disons, c'est pas qu'il est illégitime comme président de la République, c'est qu'il n'a pas, compte tenu du contexte de son élection, une adhésion massive pour son projet et son programme. Et d'ailleurs, on le voit, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, et relativement peu de Français sont satisfaits de son programme. Et pour cause. En l'occurrence, sur la SNCF, on a eu là pour l'instant de multiples mobilisations sectorielles. On a vu les étudiants, on a vu les cheminots, on a vu la fonction publique de différents secteurs d'ailleurs. Et d'aucuns disaient mais il n'y a pas de socle commun entre toutes ces mobilisations. Si, il y en a un. Le socle commun, c'est la politique d'Emmanuel Macron, c'est le libéralisme économique, parce que M. Macron a une mission finalement, c'est d'achever ce que ses prédécesseurs n'ont pas su achever, c'est-à-dire pousser le curseur à son maximum. Et il le fait de manière assez habile, avec une forme hybride et une nouvelle façon de faire de la politique, mais en l'occurrence, il achève un processus. Sur la SNCF, par exemple... Mais vous pensez qu'il va retirer le projet? Je pense que nous allons avoir l'occasion de l'exiger. Regardez ce qui se fait actuellement, il y a une votation en cours à la SNCF, le résultat sera, à mon avis, écrasant. Oui. Quand on connaît le précédent de Air France, on peut s'interroger sur l'issue de ce référendum. Moi, je pense par ailleurs que la question de ce que nous faisons du rail français ne concerne pas que les cheminots. C'est une question qui devrait intéresser tous les Français. Mais juste, j'attire votre attention sur un point. Vous avez remarqué que pour la journée du samedi 26 mai, ce qui se passe est historique. C'est que vous avez pour la première fois les organisations associatives, syndicales et politiques qui convergent pour appeler ensemble... Pas les organisations syndicales, non. La CGT, il n'y a pas la CFDT, Solidaire, plusieurs organisations syndicales. Si vous voulez, il y a un décloisonnement qui est en cours entre le mouvement syndical et le mouvement politique. Et d'ailleurs, ça ne suffira pas, mais c'est, disons, un socle qui permet d'appeler un maximum à venir. Vous savez, en faisant par exemple une manifestation le samedi, vous avez des gens qui viennent, qui disent « moi, la semaine, je ne peux pas venir ». Et là, je peux signifier mon soutien au mouvement. Une marée humaine, marée populaire, c'est le terme. Ça veut tout dire et rien dire. Vous fixez un objectif. Oui, quel est l'objectif, c'est d'avoir dans un maximum des grandes villes de France des manifestations les plus importantes possibles, qui à la fois permettent... mais est-ce que vous si je vous donne un chiffre, c'est ça, et puis comme ça... Non, pas un chiffre, mais une idée. Est-ce que c'est par exemple plus que la dernière fois? Est-ce que c'est... Un chiffre, ça serait... La dernière fois, nous avons fait une grande manifestation qui avait réuni plus de 160 000 personnes à Paris, uniquement sur une marche nationale. Selon les organisateurs. C'était un peu moins selon les journalistes. Oui, une dizaine, c'est ça? Non, 39 000. L'idée, c'est en l'occurrence d'avoir une multitude de mobilisations dans toutes les grandes capitales régionales. Mais moi, je veux dire une chose. Il y a un slogan. Juste une toute petite question là-dessus. Est-ce que vous fixez un seuil, pas seulement pour battre un record et pour ensuite vous disputer avec les journalistes, mais simplement pour essayer de contraindre le gouvernement à renoncer? Est-ce que vous vous dites, par exemple, si nous sommes tant, là, le gouvernement sera obligé de réagir? Je ne prendrai pas le risque de vous donner un chiffre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la configuration est historique, elle est neuve, et donc elle signifie aussi la colère qu'il y a dans le pays. Enfin, on est... à peine un peu plus d'1 an après l'élection présidentielle, on voit que cette élection présidentielle n'aura absolument rien réglé. La colère est intacte dans le pays et nous essayons de lui donner une issue politique et de trouver une forme positive de l'expression de cette colère. Donc il y a des organisations nombreuses qui convergent pour appeler à cette marche, mais moi je le dis, le slogan qui m'intéresse le plus dans les manifestations, c'est quand on dit « ne nous regardez pas, rejoignez-nous ». Il y a beaucoup de Françaises, de Français qui avaient intériorisé le fait que ces formes d'action, que la manifestation n'était pas pour eux. Or, ils sentent bien que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de défaire la France à marche forcée et que donc ils peuvent, notamment parce qu'il y a ces mobilisations le week-end, signifier leur soutien. Vous savez, sur la question du rail, pour ne prendre que celle-ci, on ne remet jamais en cause l'ouverture à la concurrence. On part du principe que c'est un préalable. Mais personne dans cette majorité, je dis bien personne, n'a pu à ce jour nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence est systématiquement gage d'efficacité. Et si on regarde ce qui s'est passé sur le marché... Mais si on regarde ce qui s'est passé avec le monopole et les 54 milliards de dettes, c'est pas non plus le gage d'efficacité. Mais monsieur Apathy, vous n'êtes pas sans savoir. On ne sait pas où est le gage d'efficacité. Mais non, mais monsieur Apathy, la dette en l'occurrence, vous le savez, c'est un lourd héritage historique qui date d'avant même la création de la SNCF. Je vais vous dire une chose, celles et ceux qui aujourd'hui
pleurent des larmes de crocodile sur la dette sont celles et ceux qui ont contribué à la creuser. Et je vais vous dire une chose, même des décisions politiques continuent à la creuser. Monsieur Apathy, les partenariats publics-privés qui font que, par exemple, que sur une ligne comme Bordeaux-Tours, qui coûte 7 milliards d'infrastructures, c'est l'opérateur privé qui a mis que 2 milliards, qui va récupérer pendant les 44 prochaines années les fruits des péages. Qu'est-ce que c'est sinon que de creuser la dette sciemment? Cette ligne, c'est 250 millions de déficit. Donc vous voyez, on a organisé les conditions de dire la dette est terrible pour en faire un argument d'autorité. Ce que je voulais vous dire, c'est que si la mise en concurrence n'est pas un gage d'efficacité, le monopole non plus. Donc, mais on peut améliorer les choses. Moi, je suis pour un service public du rail qui permette, par exemple, de planifier écologiquement. Mais attendez, monsieur Paty, je ne veux pas terminer sur ce point sans vous dire quand même que c'est un jeu de questions-réponses. Vous pouvez convenir du fait que moi je ne conteste pas que la concurrence puisse parfois être efficace. En revanche, là, elle est construite artificiellement de toutes pièces et on peut mettre en doute son efficacité. Regardez en Angleterre ce qui s'est fait. Tout le monde veut revenir en arrière. Regardez en Allemagne, ça marche très bien. Mais voilà, chacun ses exemples. Vous voyez, en tout cas, la concurrence n'est pas la solution de manière générale. Moi, je le dis, les usagers vont payer cette affaire et donc il faut que le gouvernement retire sa réforme. 26 mai, marée humaine, l'événement, c'est que la CGT vous rejoint. Et d'autres, beaucoup d'autres. La CGT. Le 5 mai, après la fête à Macron, il y a eu des expressions curieuses, parce que vous avez dit, il est légitime, Emmanuel Macron, mais il y a eu des expressions curieuses. François Ruffin a dit « Nous sommes le bélier avec lequel nous enfoncerons les portes du pouvoir ». Bon, alors, ça fait un peu prise du palais d'hiver. Nous voulons renverser le gouvernement. C'est Éric Coquerel qui l'a dit. Alors des fois, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une ivresse de la rue quand même qui peut vous saisir? Mais il n'y a pas d'ivresse de la rue, monsieur Apathy. Vous êtes un observateur aguerri de la vie politique. Vous savez que par exemple, dans le jeu parlementaire, nous sommes les plus actifs. Éric Coquerel, que vous citez, je crois que c'est le député le plus actif de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, pour nous... Non, mais c'est bien pour dire que pour nous, il y a deux choses. Renverser le gouvernement. Non, mais moi, je veux dire franchement les choses. Pour nous, ça se joue sur deux terrains. À la fois être présent dans le débat institutionnel, être présent dans les mobilisations et les luttes. Nous, ce que nous disons, quand on dit y compris renverser le pouvoir, entendez-nous. C'est comme la fête à Macron. Vous vous souvenez qu'il devait y avoir des violences, c'était ambigu. La fête à Macron, il y avait quand même des suspicions. Attendez, sur le fait que ce soit violent, vous avez bien vu sous vos fenêtres une grande mobilisation populaire, joyeuse, colorée, dansante, chantante, qui exprimait une colère, mais dans de bonnes conditions. Mais nous, ce que nous disons, c'est que Emmanuel Macron souhaite le rapport de force. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de lui répondre par la même chose. Mais nous avons besoin pour ça de grandes mobilisations populaires dans le calme. Vous avez compris, monsieur Apathy, que ce que nous faisions, c'est de la démocratie, c'est des mobilisations pacifiques. Souvent d'ailleurs, la France insoumise est garante du fait que tout ça se passe dans le bon ordre. Alors renverser le pouvoir, j'ai compris que c'était une image, mais j'ai pas compris. Eh bien, nous avons besoin de pouvoir avoir un rapport de force tel que nous puissions exiger un recul de ce gouvernement sur un certain nombre de points. Et puis, vous savez, une élection ne tranche pas effectivement qui a raison, qui a tort. Les polémiques continuent après l'élection. Et c'est la vie démocratique dans ce pays, il faut l'accepter. 8h50, vous restez avec nous. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Les examens annulés de nouveau à l'université de Rennes 2. 300 étudiants, certains cagoulés, ont réussi à bloquer ce matin les accès à l'établissement. Ils protestent contre la réforme Parcoursup, une action qui a été condamnée par la présidence de l'université. La fac a été évacuée lundi après un mois de blocage. Barricade en feu contre grenades assourdissantes, face à face tendu entre zadistes et forces de l'ordre ce matin à Notre-Dame-des-Landes. C'est la deuxième opération d'évacuation. 1800 gendarmes sont mobilisés face à 200 à 400 opposants. L'objectif est de détruire une dizaine de squats et d'expulser les derniers occupants illégaux, ceux qui n'ont pas déposé de dossier de régularisation. Un an après le dégagisme de la présidentielle, la défiance toujours des Français à l'égard des principaux leaders politiques, avec une majorité d'opinions négatives. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info. Jean-Luc Mélenchon, considéré cependant comme le premier opposant à Emmanuel Macron, loin devant Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. 2500 postes en CDI à pourvoir chez Orange. L'opérateur lance aujourd'hui une grande campagne de recrutement. Des forums de l'emploi sont organisés dans 11 villes de France, Paris, Lille, Bordeaux, Rennes, Marseille, mais aussi en Guadeloupe et à La Réunion. Possibilité aussi de déposer son dossier en ligne sur le site d'Orange. France Info. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. C'est l'une des informations de la matinée. Les examens ont été annulés à Rennes 2, l'université de Rennes 2, par environ 300 personnes, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit tous des étudiants qui sont opposés à Parcoursup. Quelle est la légitimité d'annuler des examens? Ceux qui veulent les passer et puis poursuivre leur parcours universitaire doivent être très déçus ce matin.
Sans doute, un peu comme celles et ceux qui parfois veulent prendre des trains et qui font face à la grève. Et moi, je veux le dire à votre micro, en tout cas, c'est des formes de mobilisation qui gênent. D'étudiants qui peuvent avoir une année d'études compromises. Oui, mais sauf qu'en l'occurrence, qu'est-ce qui est en cause? Est-ce qu'on peut reparler peut-être du fond et des raisons de la mobilisation? Non, on ne peut pas parler de fond, d'accord. On ne peut pas. Pas tout de suite, peut-être un peu après. Mais la légitimité de l'annulation des examens, non, c'est assez rare quand même. On dit que depuis 1968, ça ne s'est pas produit. Et la légitimité, M. Apathy, de faire en sorte que notre service public devienne un lieu de sélection, par exemple à l'université. C'est ce que vous disiez, la légitimité, c'est le vote. Attendez. Vous le disiez tout à l'heure, il est légitime. Oui, sauf qu'en l'occurrence, je vous ai dit aussi qu'il n'y avait pas de soutien et d'adhésion massif pour ce programme. Donc attendez, moi je vais répondre à votre question, je ne vais pas la mettre de côté. D'accord. Les mobilisations, que ce soit les blocages dans les facultés ou la grève, ce sont des formes d'action qui effectivement participent de ce rapport de force que veut le gouvernement et qui gênent. D'accord ? La grève, les blocages, ça gêne y compris celles et ceux qui le font. En l'occurrence, ce qui est en cause, d'accord, c'est une forme d'action qui effectivement qui a des conséquences. C'est un peu supérieur. Je vous accorde, ça a des conséquences. Quelqu'un qui a passé une année d'études veut le valider par les examens. Sauf qu'en l'occurrence, et qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces étudiants celles et ceux qui ont passé le bac et qui ne vont plus avoir la liberté de choisir leurs études, alors que clairement, choisir on vous demande juste de dire un mot, et après on peut passer à autre chose d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'on parle s'il vous plaît, à ceux qui n'ont pas pu passer leur examen aujourd'hui. Juste un mot, ce que vous pouvez leur dire. Je comprends votre déception, mais ce qui est en cause pour la suite avec cette réforme est encore plus grave. Parce que fait ce gouvernement ? Plutôt que de mettre des moyens supplémentaires pour que tout le monde puisse être accueilli sur les bancs de la fac. Vous savez, le gouvernement dit 60%, c'est de l'échec. En réalité, c'est faux. Si 60% ne passent pas la première année, toutes celles et ceux qui ont mis leurs pieds à la fac pour la première année finissent de toute façon en fin de course à 80% diplômés. Le rôle du service public de l'université, ce n'est pas de trier entre les étudiants, c'est de permettre au maximum de nos jeunes d'atteindre un niveau de qualification supérieur. Résumons à grands traits. Nous avons eu un baby-boom au début des années 2000 et il n'y a pas eu les investissements suffisants pour accroître le nombre de places dans les universités. Par conséquent, ce que fait ce gouvernement, en remplaçant le tirage au sort, qui était une solution absurde, je vous l'accorde, par la sélection qui est tout aussi absurde, c'est d'adapter le nombre d'étudiants au nombre de places, alors que c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire, parce que la proportion d'étudiants est la même à peu près. Il aurait fallu faire en sorte d'avoir un nombre de places adapté au nombre d'étudiants. C'est ce que nous aurions fait à la place du gouvernement. Voilà ce qui est en cause, voilà pourquoi il y a des mobilisations. De la même manière, la SNCF, la grève gêne, mais elle est justifiée, parce que l'ouverture à la concurrence va mettre la pagaille partout, comme on le voit par exemple au Royaume-Uni. Je le redis, rappelons souvent le fond. L'analogie entre l'annulation des examens et la SNCF est Moi, ce que je veux dire, M. Apathy, vous l'avez compris, c'est de montrer qu'il y a des formes de mobilisation diverses qui effectivement ont des conséquences, mais elles prennent racine dans un rapport de force que souhaite ce gouvernement sur des lois qui sont insensées. Voilà. L'annulation des examens, c'est extrêmement rare, exceptionnel. La grève à la SNCF... Et des attaques en règle d'un gouvernement qui met en place la sélection à l'université, c'est extrêmement rare également, et ça met en cause ce qu'est notre service public de l'éducation. Bon. Dans ce cadre, c'est-à-dire la lutte des étudiants au sein des universités, on a vu dans un reportage d'M6 la présidente de l'UNEF Paris intervenir. Elle s'appelle Mariam Pougetou et sa caractéristique, on ne va pas la voir puisqu'on a un petit problème technique, je vous l'ai dit, mais on va l'écouter. Sa caractéristique, c'est qu'elle est voilée. On écoute Mariam Pougetou. On laisse la chance aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir faire ce qu'ils veulent et de ne pas, par exemple, décider des capacités d'accueil des universités en fonction du marché du travail. Le fait qu'elle soit voilée, pas ce qu'elle a dit, mais le fait qu'elle soit voilée a suscité une polémique qu'a commenté ainsi Marlène Schiappa, qui était notre invitée hier, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je comprends qu'il y ait une forme d'interpellation parce que l'UNEF est censé être un syndicat étudiant progressiste. Là, j'y vois une marque de promotion de l'islam politique. Vous êtes d'accord avec Marlène Schiappa? Vous êtes choqué par le voile que porte la présidente de l'UNEF Paris? Je ne pense pas qu'il a la promotion de l'islam politique. Après, moi, personnellement... Je suis assez gêné par ça. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des responsables syndicaux ou politiques portent des insignes religieux parce que je suis très attaché à la laïcité. Laïcité, qu'il faut le rappeler, n'est pas le combat contre une religion. C'est-à-dire que ce que vous dites là et le cas que vous citez ne justifierait absolument pas qu'on s'attaque ou qu'on mette en cause personnellement cette responsable syndicale, je veux le dire. Par contre, oui, la laïcité, il faut le rappeler, ce n'est pas la guerre contre une religion, c'est au contraire le fait de se dire, comme on est nombreux à soit ne pas avoir de religion, soit en avoir des différentes, et qu'on ne peut pas être d'accord sur des
vérité révélée. La laïcité, c'est une condition de faire en sorte qu'on puisse toutes et tous vivre ensemble. Voilà. Mais vous dites que le seul fait d'être responsable syndical devrait amener cette jeune fille à se dévoiler. Elle ne peut pas parler au nom de son syndicat avec un voile. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'à titre personnel, moi, je considère que moi, ça me gêne. Voilà, je pense qu'une responsable syndicale... Donc vous préféreriez qu'elle se dévoile. Je pense en tout cas qu'en tant que ça, quand elle occupe sa fonction de responsable syndical, ce serait souhaitable. Après, voilà, c'est l'affaire privée de chacun de pratiquer sa religion, mais quand on représente effectivement un syndicat, on représente potentiellement des étudiants qui, pour la grande majorité, ne se reconnaissent dans aucune religion ou ont d'autres religions, et donc l'une des conditions de représenter la grande masse, comme moi qui suis responsable politique, c'est de mettre de côté ses convictions personnelles. Donc vous êtes plutôt d'accord avec l'analyse que développait devant nous Marlène Schiappa? Plutôt, à part que je ne suis pas d'accord pour dire qu'on pourrait voir là la promotion de l'islam politique. Voilà. Merci beaucoup Adrien Quatennens, très bonne journée à vous. Merci à vous.